Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver sur School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est Mission Orientation. Voici sans plus tarder le sommaire de cette émission. On s'intéresse cette fois-ci à l'art. Qu'est-ce que l'histoire de l'art? De quoi parle-t-on? Quel type d'études? De formation? Mathilde Vessel se sort sa loupe. Dans un instant, l'histoire de l'art avec ses questions récurrentes. Quel métier, surtout quel débouché? Travailler dans le public ou encore dans le privé? Les places sont chères, parfois très chères. Vous le verrez avec nos invités. Enfin, comment sensibiliser sur la question du patrimoine? Comment le conserver? Quelle mise en valeur? On se posera bien évidemment toutes ces questions avec nos experts. Avec Isabelle Bador depuis Skype. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes chef du service de la scolarité de l'École du Louvre. Jean-Guillaume Olette-Pelletier, bonjour. Bonjour Patrice. Égyptologue, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes chargé d'enseignement en histoire pharaonique et archéologie à l'Institut catholique de Paris, spécialiste des dieux égyptiens anciens et des cryptographies hiéroglyphiques. Je crois que j'ai tout dit. On ne peut pas être plus précis aujourd'hui dans l'émission. On est très pointu. Et on est également en Skype avec François Rowe. Bonjour François. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes commissaire-priseur, là c'est plus simple. Dieu merci. Au centre de l'étude à Gut, ça se trouve juste à côté de notre bureau, du côté de Neuilly-sur-Seine. Merci à tous les quatre. C'est parti pour la loupe. C'est avec Mathilde. Je vais être très pointu. Attention aujourd'hui, Mathilde. On est très précis. Très on précis. aime ça, tant mieux. En quoi consiste cette filière justement de l'histoire de l'art? On y apprend quoi? Oui, alors la filière Histoire de l'art, effectivement, aborde des courants et techniques de la préhistoire à l'époque moderne, en passant par l'Antiquité ou encore la période médiévale. Elle aborde les courants techniques, mais pas que, également la philosophie, l'archéologie, la sociologie et l'anthropologie. Les élèves apprennent à développer leur esprit critique et leur sens de l'analyse, très important. Quelles sont les principales matières? Alors, évidemment, pour les matières, ça dépend des établissements où vous vous trouvez, mais on aborde tous les arts. Vous avez, entre autres, pour en citer quelques-uns, art médiéval, art antique, design, histoire, patrimoine culturel, archéologie. La formation comprend donc l'étude des méthodes et des techniques en archéologie durant laquelle vous apprenez à faire des fouilles ou encore analyser des objets. En ce qui concerne le parcours, ça se présente comment? Alors, il s'agit d'un bac+3, ça se déroule en université. Le parcours dure donc 3 ans. En L1, par exemple, l'admission, évidemment, c'est via Parcoursup. En L2 ou L3, l'admission se fait sur dossier uniquement. Une fois la licence en poche, eh bien, vous pouvez passer un master Histoire de l'art, donc qui correspond à un bac+5, afin de compléter votre parcours. Le master va aussi vous permettre de vous spécialiser, comme Histoire de l'architecture ou valorisation du patrimoine, par exemple. Et vous pouvez passer ensuite un master orienté vers la recherche en histoire de l'art ou en archéologie, permettant de poursuivre un doctorat sur 3 ans et de devenir ainsi enseignant-chercheur. Si jamais vous voulez par exemple être conservateur, il faudra passer le concours de ce métier à l'Institut national du patrimoine. Et en dernière année, il faudra choisir entre archéologie et histoire de l'art, sachant qu'il est possible de s'orienter vers une licence pro après avoir validé la L2. Tout ça est assez compliqué, je vous l'accorde. Le diplômé peut ainsi rejoindre une école publique spécialisée dans la culture et le patrimoine. Comme l'École du Louvre, justement, une école au coup bien réputée. On va en parler effectivement avec notre invité. Alors, l'École du Louvre a été créée en 1882. Elle dispense des cours d'histoire de l'art, d'archéologie, d'histoire des civilisations, d'épigraphie, d'anthropologie et de muséologie. Elle propose également une formation des stagiaires commissaires-priseurs. L'école propose un cursus composé de 3 cycles diplômants et des classes préparatoires au concours de conservateur ou restaurateur du patrimoine. Quel débouché pour cette filière? Alors, l'avantage avec cette filière, c'est que les étudiants en ressortent avec des connaissances vraiment pointues sur le domaine de l'art. Ces jeunes diplômés ont donc accès à plein de métiers différents dans le secteur public. Vous pouvez devenir commissaire d'exposition. C'est celui qui se charge de l'organisation et du montage des expositions d'œuvres galeriste, également d'œuvres d'art, galeriste, directeur de musée. Donc, tout ça, c'est possible. Vous pouvez également devenir conférencier, animateur du patrimoine, guide touristique et devenir aussi journaliste spécialisé de l'art, c'est possible. Allez. Alors si vous aimez l'art, en tout cas, plein de portes s'ouvrent à vous avec ces métiers absolument passionnants. Mais j'ai l'impression qu'il faut s'accrocher, on en parle dans un instant. Merci beaucoup. Ma chère Mathilde, c'est parti pour l'expression orale. L'expression orale, je vous représente mes invités en plateau. Isabelle Bador, chef du service de la scolarité de l'École du Louvre. Jean-Guillaume Olette-Pelletier, qui est égyptologue et chargé d'enseignement en histoire pharaonique et archéologie à l'Institut catholique de Paris. Et François Rowe, qui est commissaire-priseur au sein de l'étude à Gut, à Neuilly-sur-Seine. On commence avec vous. François, comment on fait de sa passion un métier? Alors, écoutez, quand vous êtes curieux d'un peu de tout, le métier de commissaire-priseur est parfait. Parce que vous voyez tous les jours des artistes différents, des techniques différentes, des objets différents.
Alors voilà, je prêche un peu pour ma paroisse, mais le métier de commissaire-priseur est formidable. Ça vous permet de découvrir des collections, de rentrer, de découvrir des intérieurs, des histoires assez extraordinaires. Donc, Isabelle Bador, la passion. Isabelle, la passion, ça suffit pour exceller dans l'histoire de l'art? C'est quand même le premier moteur, ce qu'on recommande aux étudiants. Il faut être passionné, parce qu'effectivement, les métiers de l'histoire de l'art, c'est avant tout ça. C'est pas si évident autrement. Il n'y a pas une insertion évidente pour tous. Alors, c'est vrai qu'ils s'insèrent plutôt bien dans les différents métiers, dont ceux que vous avez cités tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il faut être passionné. C'est pas. Alors peut-être commissaire-priseur, c'est différent, mais c'est pas des métiers non plus où on devient extrêmement riche. Mais donc voilà, il faut vraiment aimer ça. Et c'est vrai que c'est le plaisir d'être au contact des œuvres d'art aussi au quotidien, comme dans le métier de commissaire-priseur. C'est le cas de beaucoup des personnes qui travaillent dans l'univers des musées et du patrimoine. Jean-Guillaume, c'est la passion qui vous a animé pendant toutes ces années justement pour devenir égyptologue? Pour continuer en fait sur les propos d'Isabelle, en effet, la passion est primordiale pour pouvoir rester et continuer dans l'histoire de l'art, et c'est vraiment le moteur qui vous permet d'avancer tout doucement, d'apprendre énormément de langues anciennes, d'apprendre aussi tous les types archéologiques possibles en fonction de la civilisation que vous choisissez. Bon, dans le cas de l'égyptologie, c'est quand même très spécifique et c'est 3200 ans d'histoire, mais la passion est primordiale. Est-ce que vous avez le sentiment parfois, Jean-Guillaume, que certaines personnes pensent que quand on fait histoire de l'art, ça ne va pas forcément déboucher sur des métiers concrets? Je confirme. On sait très bien que lorsqu'on rentre en histoire de l'art, on est face à l'écueil de l'aboutissant, d'avoir un travail à la fin. C'est très compliqué, il y a très peu de place. Mais pour ceux qui arrivent à se battre, pour ceux qui arrivent à montrer leur passion, à faire tout ce qu'il faut pour vraiment en vivre, finalement, on a des opportunités. C'est-à-dire qu'il faut entreprendre ces études avec l'espoir, bien sûr, d'avoir son dream job, si je puis dire, mais aussi peut-être se dire qu'on fera quelque chose d'un peu différent? Tout à fait. Quand on fait de l'histoire de l'art, je pense qu'il faut aussi imaginer... Alors, dans mon cas, moi, j'ai fait de la communication en parallèle de l'histoire, mais malgré tout, ça m'a permis d'imaginer ou de poser la base en disant, quoi qu'il arrive, tu as quand même quelque chose. Mais finalement, non. Ça a permis, la communication que j'ai pu apprendre m'a permis de l'appliquer à l'histoire de l'art et finalement d'aboutir à l'emploi que j'ai. Isabelle Bador, est-ce qu'il y a un gros écrémage, d'après vous, quand on commence des études d'histoire de l'art? Alors, c'est vrai que moi, je suis dans une école qui est sélective. Donc, effectivement, on fait en sorte de bien les sélectionner à l'entrée pour qu'ils arrivent tous jusqu'au bout. C'est l'objectif, de les accompagner au mieux pour qu'ils puissent être diplômés. Et pour les taux d'insertion que nous avons à l'école du Louvre, on trouve que nos élèves s'insèrent plutôt bien dans les différents métiers de la culture, que ce soit des métiers de la médiation, de la conservation, de la restauration, les métiers du marché de l'art également. Et peut-être pour ce qui est des rêves des étudiants, ils sont nombreux à rentrer à l'école ou dans les études d'histoire de l'art en se disant je vais être conservateur. Et puis en fait, au fil de leurs études, ils font des découvertes d'autres métiers. Il n'y a pas que conservateurs comme débouchés, et heureusement, parce que l'Institut national du patrimoine qui forme les conservateurs a un concours exigeant avec assez peu de postes, mais c'est une école d'application. Mais effectivement, il y a énormément de métiers qui sont accessibles à des élèves ou des étudiants d'histoire de l'art, notamment dans la médiation et même dans la conservation. Il n'y a pas que les conservateurs, il y a d'autres concours qui permettent d'être attachés assistants de conservation. Il y a les métiers de la documentation, des métiers d'iconographe, des métiers dans l'édition d'art. Enfin, c'est vrai que quand on regarde où les élèves de l'école du Louvre s'insèrent, c'est extraordinaire en fait. Je pense que la formation en histoire de l'art permet d'aiguiser son regard et puis après d'avoir aussi un bagage solide et des connaissances solides et de s'insérer finalement dans beaucoup de filières. Comment vous recrutez du coup vos élèves? Quelles sont les questions déterminantes auxquelles ils doivent répondre pour savoir justement s'ils sont véritablement déterminés? Alors, l'école du Louvre est dans Parcoursup, donc c'est la première étape. Mais nous avons un concours d'entrée, effectivement, et un concours d'entrée avec 3 exercices, je vais dire. Le premier exercice, c'est des questions pour savoir se situer dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est important, puisque c'est ce qui va les animer pendant toutes leurs études. Ils vont être obligés d'avoir des repères dans le temps et dans l'espace. Ils ont un deuxième exercice qui est une description d'une œuvre d'art. Donc, on ne leur demande pas ni d'analyse, ni d'interprétation. C'est vraiment qu'est-ce
qu'est-ce que vous voyez, pour qu'on puisse tester leur capacité, parce que l'école du Louvre s'appelle aussi l'école du regard, donc on veut voir comment ils fonctionnent par rapport à ça, s'ils ont cette appétence-là, et ça nous permet aussi de tester leur niveau en langue française et leur niveau de grammaire, d'orthographe, ce qui est important dans des études supérieures. Et le dernier exercice du concours, c'est une composition écrite d'histoire de l'art, sachant que dès la rentrée de septembre, pour un concours qui est en avril, nous mettons une liste d'œuvres à travailler, à étudier en ligne sur le site de l'école, et on demande dans cette composition d'histoire de l'art d'utiliser des exemples de cette liste d'œuvres qu'on leur propose. Voilà, donc c'est comme ça que nous effectuons la sélection des candidats pour l'admission en première année à l'école. France Enro, vous diriez justement pour ces études qu'il faut être à la fois littéraire mais aussi scientifique? Oui, complètement. Alors, pour les études de commissaire-priseur, il faut faire du droit. Donc, il y a effectivement un côté un peu scientifique. Donc, il faut une licence en droit, ensuite une licence en histoire de l'art que vous pouvez faire au Louvre, notamment. Et oui, il faut avoir cette rigueur scientifique, ça c'est certain. Quand on commence des études d'histoire de l'art, est-ce qu'il faut avoir plusieurs plans B, François? Plusieurs plans. Alors, plusieurs plans B, ouais. Oui, effectivement. Alors, pour ma part, je suis allé jusqu'au Master 2 en droit, ce qui me permettait d'avoir un plan B si jamais je n'obtenais pas cet examen de commissaire-priseur. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir en tête peut-être plusieurs objectifs. Jean-Guillaume, c'est aussi votre sentiment quand vous avez commencé vos études qu'il fallait aussi avoir plusieurs plans de secours, puisque les places sont chères, on l'a dit, et que si les choses ne se déroulaient peut-être pas comme prévu, ou si vous n'aviez pas le poste que vous souhaitiez, vous aviez dans un coin de la tête qu'il fallait peut-être avoir une porte de sortie? Tout à fait. C'est un milieu qui est quand même très très sélectif, bien que passionnant. Il faut toujours avoir dans l'esprit, toujours avoir en tête ce plan B qui permettrait de dire, voilà, quoi qu'il arrive, j'ai quand même cette opportunité, j'ai travaillé en parallèle, je peux faire ça. Comment se constitue son réseau, justement, dans ce milieu? J'imagine que le réseau est indispensable pour pouvoir évoluer, pourquoi pas, et pour s'ouvrir de nombreuses portes. Oui, en fait, surtout quand vous entrez en master, puis ensuite en doctorat, le réseau est très important. C'est un réseau de scientifiques, déjà, qui est vraiment chapeauté par votre professeur d'université ou les maîtres de conférences, et puis ensuite, en fonction de ce que vous faites, dans le cas de l'archéologie, c'est sur le terrain, vous faites des rencontres qui ensuite vous permettent tout doucement de créer votre réseau, qui vous permettra, dans le cas de la recherche, d'avoir des possibilités d'accès plus faciles en tant que chercheur. Mathilde. Comment se passent justement les fouilles? Vous êtes égyptologue, donc vous êtes évidemment allé en Égypte pour faire des fouilles. Comment ça se passe? Effectivement, Patrice parlait du réseau. Il faut un réseau d'archéologues pour pouvoir accéder à certaines fouilles. Comment vous avez fait, vous? En fait, c'est surtout en fonction des sujets que vous prenez. Si vous entrez en master et que vous travaillez sur l'Égypte pharaonique, on vous dirigera vers évidemment un site archéologique pharaonique. Mais ensuite, en fonction de la période dans laquelle vous vous spécialisez, dans mon cas, c'était le Moyen-Empire et les vestiges du Moyen-Empire. Et c'est la chance, en Égypte, on a énormément de documentation sur cette période. Et c'est en fonction de vos spécialités que vous êtes recruté d'une certaine manière, grâce au réseau aussi. Il ne faut pas non plus oublier cette donnée. Isabelle Bador, chef du service de la scolarité de l'école du Louvre, comment vous rassurez les élèves qui tapent à votre porte au final pour savoir s'ils sont vraiment faits pour ça ou pas? Déjà, la première chose qu'on leur dit, c'est que si en préparant le concours, ils s'ennuient un peu en étudiant des œuvres, déjà c'est une première étape, c'est pas la peine qu'ils aillent plus loin. Mais après, on les rassure parce qu'on a effectivement des taux d'insertion qui sont bons. Et puis, dès le premier cycle, on les prépare à cette insertion en leur faisant faire en leur proposant des conférences sur les différents métiers, les différents débouchés possibles. On fait beaucoup appel à nos anciens élèves qui viennent leur dire quel est leur métier, quel est leur parcours. Et puis peut-être une des particularités de l'école du Louvre par rapport à une université, c'est que les enseignements sont des professionnels des musées et du patrimoine. Donc c'est vrai qu'on parlait de constitution de réseau tout à l'heure. Les élèves, dès la première année, sont en contact avec les conservateurs de musées, avec les différents professionnels des métiers des musées et du patrimoine. Et ça leur permet de se constituer leur petit réseau directement et d'obtenir un stage peut-être assez facilement ou de faire ces différentes rencontres tout au long de leur cursus, en plus de ce que nous leur proposons comme aide à l'insertion professionnelle. Mathilde. Oui, est-ce que vous avez beaucoup d'adultes en reconversion professionnelle peut-être qui veulent faire l'école du Louvre ?
Un petit peu, oui. Enfin, c'est pas la majorité de notre public. C'est pas la cible de l'école, mais effectivement, on doit avoir à peu près 15% des étudiants qui ont dépassé les 26 ans. Ouais. C'est-à-dire, on a à la fois des professionnels en reconversion qui ambitionnent de passer des concours comme celui de conservateur, où on a aussi quelques retraités qui ont rêvé toute leur vie de faire l'école du Louvre et qui viennent s'inscrire et qui font le jeu d'être étudiants, de passer des examens. Parce qu'en parallèle de la formation, on a aussi des cours de diffusion culturelle pour des auditeurs libres, sans condition de diplôme ni rien, et sans examen. Et ça, c'est un autre pan, mais certains font le choix de rentrer dans Parcoursup, de passer le concours et de suivre la formation comme un étudiant. François Roux, quelle est l'importance des stages dans votre cursus ? C'est absolument primordial. Toujours dans ce cas de constitution de réseau, faire des stages, c'est très très important pour rencontrer les gens, faire des stages chez des commissaires-priseurs, chez des experts, chez des antiquaires, pourquoi pas, dans des galeries. C'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre à côtoyer les objets, les regarder, pouvoir les prendre en main, ce qu'on ne peut pas évidemment faire dans les musées, mais c'est le privilège des inventaires. Et voilà, vraiment, faire des stages, c'est absolument primordial. Est-ce que vous direz de votre milieu que c'est un milieu très fermé ? C'est vrai que c'est un milieu, on peut le considérer comme fermé, malheureusement. C'est assez peu démocratisé chez les jeunes, alors que pourtant les ventes aux enchères sont dites publiques, donc n'importe qui peut rentrer dans les salles de vente et peut enchérir, sous condition de majorité, évidemment. Mais c'est vrai que c'est un milieu assez opaque et qu'il serait bon de démocratiser. Quelle est la particularité justement des salles de vente ? Est-ce qu'il y a une atmosphère particulière, une ambiance particulière ? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu, ça a coupé. Quelle est la particularité des salles de vente ? Est-ce qu'il y a une atmosphère particulière ? Il y a une atmosphère absolument formidable. Alors, malheureusement, les salles de vente sont de plus en plus vides parce que vous savez que vous pouvez enchérir par téléphone, vous pouvez enchérir par Internet. Donc, c'est vrai que les salles de vente se vident, mais ce sont des petits musées itinérants. Si vous voulez, toutes les semaines, il y a des ventes différentes, il y a des expositions différentes puisque avant les ventes, vous pouvez venir dans les locaux des maisons de vente et regarder les objets, poser toutes les questions que vous désirez. Donc c'est une atmosphère absolument incroyable où d'une semaine sur l'autre, on passe d'une vente de livres anciens à une vente de tableaux, d'une vente de mobilier, objets d'art à une vente d'instruments scientifiques. Donc c'est assez particulier. Jean-Guillaume Molette-Pelletier, je vous vois caissier. Ah oui, complètement. Le fait d'aller justement dans des maisons de vente, on peut accéder vraiment à des sources pour lesquelles on n'aurait jamais eu la possibilité d'observer, d'analyser. On peut tourner autour et c'est une chance exceptionnelle. À Paris, c'est ce que je faisais jeune déjà pour analyser la plupart des objets égyptiens qui étaient mis en vente et qu'on ne retrouverait peut-être plus et qui permettent finalement d'apporter des données scientifiques supplémentaires. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de devenir égyptologue ? Ça vous est venu à quel âge ? C'est devenu très petit ou pas ? C'est venu très très petit. C'est quand j'ai perdu ma première dent de lait. Donc, ah oui, ça remonte. Où j'avais reçu un livre sur l'Égypte pharaonique. Ah, c'est gros. Et en fait, mais j'étais toujours passionné par les divinités et surtout par les textes hiéroglyphiques. L'apprentissage des hiéroglyphes était mon rêve absolu. Et quand j'ai pu l'acquérir par le master et ensuite le performer avec le doctorat, maintenant je suis épigraphiste de terrain. C'est quoi épigraphiste ? Pardon. Épigraphiste de terrain, c'est-à-dire en fait, je fais les relevés de tous les textes gravés, inscrits, peints sur les monuments pharaoniques. Et pour les lire, les traduire, identifier l'époque, le règne et le contenu. Ce que vous avez fait d'ailleurs pour l'obélisque Place de la Concorde, il me semble. Tout à fait, oui. En allant au sommet de l'obélisque de la Concorde, j'ai pu retrouver des textes qu'on appelle cryptographiques et qui en fait sont des textes cachés qui mentionnent une volonté du souverain de s'affirmer en tant que roi. En l'occurrence, c'était le cas pour Ramsès. Ce qui est passionnant, notamment quand on est égyptologue, c'est que l'Égypte n'a toujours pas livré tous ses secrets. On a à peu près découvert. Même très loin. Ah oui, il reste 80% de choses encore à découvrir. 80% de choses à découvrir. C'est énorme. Et parce que les pyramides, on les voit quelques-unes, on en voit quelques-unes, mais il y a énormément de monuments encore à découvrir et c'est grâce à l'archéologie et en comparant avec les textes qu'on peut localiser de probables sanctuaires ou de nouveaux tombeaux. Isabelle Bador, chef du service de la scolarité de l'école du Louvre, est-ce que vous avez le sentiment que le parcours de vos élèves est évolutif ? Est-ce que c'est ce que vous leur dites ? Alors, évolutif, je ne sais pas ce que vous entendez par ça, mais... Concernant leur carrière.
Ah, concernant leur carrière, oui, effectivement. De toute façon, maintenant, je crois qu'il n'y a plus une seule filière où on fait un même métier du début à la fin de sa carrière. Effectivement, souvent, les étudiants commencent par des contrats qui ne sont pas forcément des CDI tout de suite. Alors, hormis ceux qui réussissent les concours de la fonction publique et qui deviennent fonctionnaires titulaires, mais effectivement, ils évoluent assez bien. Et je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les stages, sur le côté primordial du stage et des rencontres qui s'y font, parce que c'est souvent un stage qui débouche sur un emploi, et on le voit dans nos filières. Nous avons des masters professionnalisants en 2e cycle, donc, et souvent les étudiants sont embauchés à l'issue de leur stage de master et restent en place ou se font rappeler l'année qui suit lorsqu'il y a des recrutements en cours. Donc c'est vrai que c'est important de faire ces stages-là. Et pour ce qui est des filières, c'est vrai que c'est plutôt après un master que les élèves s'insèrent bien, plutôt qu'après un premier cycle, sauf hormis quelques licences professionnalisantes. Mais dans le domaine de l'histoire de l'art, il faut pousser souvent jusqu'à un bac+5. Et par exemple, le concours de conservateur, qui est un concours qui est de niveau licence, un bac+3, la majorité des candidats qui le passent ont un bac+4 ou 5. Donc c'est vrai qu'il y a un petit décalage entre ce qui est demandé et la réalité ensuite des métiers derrière. Concrètement, vous me dites que la licence ne suffit plus, le diplôme ne suffit plus? Alors, pour les concours, comme le concours de conservateur, effectivement. Je pense que le niveau d'emploi actuellement, pas que dans l'histoire de l'art, est plutôt au bac+5 pour un certain nombre d'emplois. Alors dans le monde des musées, effectivement, ou dans le monde de l'enseignement, de la recherche, dans la recherche, c'est encore plus le bac+8, le doctorat qui est attendu. Mais effectivement, la licence, c'est une première étape pour acquérir des connaissances, et la mise en œuvre et la pratique de stage qui est attendue en fait par les recruteurs, elle se fait plutôt au niveau du master actuellement. François Rau, comment on se sent quand on commence justement ce type d'études, que finalement on se dit allez, chouette, c'est parti, je vais faire histoire de l'art? Est-ce qu'au début on a le sentiment que c'est vertigineux au vu du nombre de choses? Vous avez parlé du droit, on a parlé effectivement de toutes les matières littéraires ou encore scientifiques, du nombre de choses qu'il faut acquérir, notamment en général, en culture générale. En culture générale. Merci, Mathilde. Vous voyez, c'est tellement vertigineux que ça vous en fait perdre vos mots. Oui, moi le premier. Pour moi aussi, effectivement, mais vous commencez petit bout par petit bout, vous faites une structure, vous apprenez les périodes antiques, médiévales, contemporaine et moderne, et puis petit à petit vous glanez des connaissances, mais c'est ce qui est beau avec ce métier de commissaire-priseur, c'est que vous apprenez tous les jours, et je vais apprendre toute ma vie jusqu'à la fin, et voilà, mais effectivement c'est vertigineux, mais il faut commencer par un petit bout. Alors ça, beaucoup se spécialisent dans certains domaines, dans le mobilier objet d'art, dans les tableaux, dans certaines périodes bien précises, mais effectivement il y a beaucoup à savoir, beaucoup à apprendre, et on en apprend tous les jours. Jean-Guillaume, c'est à quel moment qu'arrive justement cette spécialisation? Elle apparaît vraiment à partir du master, donc c'est-à-dire bac+3. On rentre en bac+4 en vraiment se dirigeant vers le monde, l'Antiquité. Et dans le cas de l'archéologie, histoire de l'art pharaonique, c'est aussi le moment où on commence à apprendre l'écriture hiéroglyphique, la langue hiéroglyphique, qui est quand même assez compliquée. Oui. Oui. Mais qui s'apprend quand même très facilement au bout de 2 ans. Si vous faites 2 ans que ça, c'est parfait. Jour et nuit. 2 ans que de ça. Que de ça. Mais après, pour rebondir juste avec mes collègues, le fait d'avoir justement ce relationnel, les stages, que ce soit en Égypte, mais aussi dans les musées, ça nous permet vraiment de côtoyer des objets. Et moi, je vous donne un exemple que j'ai vécu personnellement. C'est quand vous fouillez et que vous avez entre les mains un objet qui n'avait jamais été tenu depuis 3-4 000 ans. Moi, j'ai retrouvé des empreintes de mains, des objets, des chaussures. C'est idiot, mais en fait, c'est émouvant. On touche quelque chose, on touche l'histoire. L'info en plus. On continue à parler d'histoire justement avec Mathilde.
Et pour cette info en plus, Mathilde, vous nous parlez de chaînes ou sites qui sensibilisent les enfants à l'histoire de l'art par le biais de vidéos. Oui, et on commence par 1 minute au musée, qui est une série animée pour les enfants, produite par les films de l'Arlequin. Et ce qui est vraiment super, c'est que chaque vidéo dure seulement 1 minute 20 maximum. Et elle explique aux enfants les tableaux les plus célèbres, comme le radeau de la Méduse ou encore la Joconde. Vous avez également le Petit Louvre, qui est une visite en ligne depuis chez vous. Donc c'est bien, pas besoin de se déplacer. Adapté évidemment aussi aux enfants, vous le voyez sur ces images. Et puis enfin, Petit pas vers l'art, c'est sur le site de lumni.fr, qui est une initiation ludique à l'histoire de l'art pour les 6-10 ans, à travers la présentation à hauteur d'enfant, évidemment, de grandes œuvres de notre patrimoine à l'aide d'un petit personnage assez rigolo que les enfants aiment bien. Isabelle Bador, comment sensibiliser au patrimoine pour les tout petits? Alors, pour les tout petits, c'est vrai que nous, c'est pas vraiment notre cible. Ah bah vous, vous oui, j'imagine. C'est toujours bien d'emmener les petits dès à présent, enfin dès qu'on peut dans les musées. C'est déjà ça. En fait, ça peut avoir deux effets, soit les passionner, soit les dégoûter à vie. Mais je ne pense pas que c'est plutôt ludique, surtout qu'il y a beaucoup de dispositifs de médiation maintenant dans les musées qui sont accessibles. Il y a des petits livrets pour les enfants. C'est impossible pour un enfant de s'ennuyer au musée, comme c'était peut-être le cas dans ma génération. Mais là, maintenant, les petits, au contraire, ils y vont avec plaisir. Je trouve que les médiateurs et les services des publics, des musées et des monuments sont extrêmement inventifs. Et c'est vrai que nous, on forme nos étudiants à la médiation, à la fois écrite et orale, et à la médiation pour les différents publics et pour les publics enfants. Et c'est vrai que c'est exceptionnel ce qu'on fait pour eux. Donc je pense qu'il faut les emmener dans les musées, dans les monuments, à l'occasion des vacances, à l'occasion des week-ends. Je sais qu'il y a des goûters d'anniversaire dans certains musées aussi. Les parents qui cherchent toujours des lieux pour faire des goûters pour enfants. Il y a des possibilités de faire une activité culturelle tout en même temps, c'est extrêmement ludique, donc il faut en profiter. Alors peut-être pour les un petit peu plus grands, les enfants un peu plus grands, c'est-à-dire au niveau de la fin du collège et au lycée, à l'école du Louvre, on a mis en place des junior classes à partir de 15 ans. Ça permet aux élèves, aux lycéens qui le souhaitent, de s'inscrire à des cours de sensibilisation de l'histoire de l'art, des questions d'iconographie également. Et voilà, ça c'est disponible sur le Pass Culture en plus pour les jeunes s'ils le souhaitent. Et c'est une bonne sensibilisation pour savoir s'ils ont envie d'entreprendre ou non des études d'histoire de l'art. Ça leur montre comment se déroulent des cours d'histoire de l'art à l'école du Louvre. Comment on aiguise ce goût du patrimoine pour les plus petits, François Rowe? Comment on aiguise le goût du patrimoine? Oui, comment, c'est pas très bien dit, pardon, mais comment on donne ce goût du patrimoine pour les plus jeunes d'entre nous? Ça commence dès l'école, je pense que comme on le disait, il y a plein de façons dans les musées. Ils sont très inventifs. Des petits parcours, parcours au trésor que l'on voit parfois, c'est très inventif. Et il ne faut pas hésiter à franchir le pas des maisons de vente. Il y en a plus de 400, en France. Et amener les plus petits, leur montrer les objets, ne pas hésiter à poser des questions et donner goût à l'art. À l'art français, à l'art étranger, les musées, les maisons de vente, on les porte grandes ouvertes. Il y a des élèves qui font des stages chez vous? Il y a des élèves de 3e qui font leur stage chez vous, par exemple? Absolument. En ce moment même, cette semaine, nous avons un petit stagiaire de 3e qui est là avec nous et qui était en inventaire avec moi hier. Il a pu découvrir toutes sortes d'objets assez fascinants. Donc, oui, bien sûr, on est ouvert au stage et notamment au stage de 3e. Jean-Guillaume, est-ce que l'Égypte a la cote chez les tout-petits? Complètement. Ah bah oui. On l'a vu avec vous, mais est-ce que c'est encore le cas? Oui, franchement, la médiation est très importante. Et d'ailleurs, nous sommes le résultat de ces précédentes médiations. Mais ce qui est absolument fabuleux, c'est que l'Égypte, elle a toujours attiré, elle attire toujours, elle continuera à attirer encore. Mais ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir utiliser les réseaux au maximum, les réseaux sociaux, pour pouvoir... moi, dans mon cas, j'ai monté une chaîne TikTok et YouTube pour justement aider mes étudiants à apprendre... C'est quoi les comptes? Frégyptologiste. Comment ça s'écrit? Freghyptologist.
Frégyptologiste. Exactement. Okay. Contraction de French Egyptologist. Ok. Peu importe. Et en fait, ça permet, sur des capsules de moins d'une minute, de pouvoir utiliser, comprendre, assimiler en fait une œuvre d'art égyptienne. Et à l'origine, je l'avais fait pour mes étudiants. Et finalement, ça a pris beaucoup d'ampleur et tout le monde l'utilise. Et je suis content de partager ce savoir. Félicitations, effectivement. Merci en tout cas à tous les quatre. Isabelle Bador, chef du service de la scolarité de l'école du Louvre, Jean-Guillaume Olette-Pelletier, égyptologue, chargé d'enseignement en histoire pharaonique et archéologie à l'Institut catholique de Paris, à François Roux, qui est commissaire-priseur au sein d'études à Gutt, Neuilly-sur-Seine. Embrassez pour nous, de notre part, saluer le petit stagiaire de 3e qui, à mon avis, doit se régaler. Ça donnera peut-être des idées pour la suite. Un grand merci à vous, ma chère Mathilde. On se retrouve demain. Oui. Même chaîne, même heure pour de nouvelles aventures. Ciao.